Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva sur scène. Je voudrais vous proposer de partager avec nous un moment de la folle journée de Nantes. Cette folle journée de Nantes, souvenez-vous, a été fondée par René Martin en 1995. Et nul doute qu'André Malraux aurait adoré cette invention. Pourquoi ? Parce qu'André Malraux, souvenez-vous, a créé la première maison de la culture de France au Havre en 1961 et dès 1959, il voulait assurer une mission particulière qui consistait à rendre accessibles les œuvres capitales de l'humanité et d'abord de la France au plus grand nombre possible de Français, d'assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel et de favoriser la création des œuvres d'art et de l'esprit qui l'enrichissent. Alors effectivement, la 31e édition de la Folle Journée de Nantes, intitulée Ville Phare, avec ses 270 concerts, ses 2000 artistes, ses 140 000 billets et plus vendus, avec sa formule particulière, c'est-à-dire une suite de concerts brefs, très variés, au même endroit, dans la Cité des Congrès, avec des tarifs très accessibles pendant 5 jours. Évidemment, tout ceci ne pouvait que réjouir et les spectateurs, et les artistes, et évidemment le Premier ministre des Affaires culturelles. Alors, Venise, Londres, Vienne, Paris, New York, voici les villes phares qui se sont fait connaître grâce à leur influence et leur rayonnement de par le monde, rayonnement grâce à la culture et à la création. Alors nous avons entendu deux quatuors, un quatuor de Franz Schubert tout d'abord, et c'est là que nous avons pu rencontrer le quatuor Elmire, un quatuor à cordes composé de David Petrlik, violon, Johann Braca, violon, Hortense Fourier, alto, Rémi Carlon, violoncelle, plus François Kiefer, violoncelle du quatuor Modigliani. Ils nous ont joué donc Franz Schubert, le quintet à cordes en ut majeur, et le lendemain, un quatuor à cordes numéro 8 en mi mineur de Ludwig van Beethoven. Ils nous ont lu à cette occasion le testament d'Heiligenstadt où Beethoven se plaint de sa surdité irréversible et extrêmement douloureuse pour le musicien qu'il était. Alors, je vous invite à partager ce moment de découverte avec nous et d'entendre donc les membres du quatuor Elmire. Rémi Carlon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fondé le quatuor Elmire. Et alors, je suis très contente de vous avoir après un concert que nous avons particulièrement, évidemment, apprécié parce que vous nous avez joué le quintet à cordes en ut majeur de Franz Schubert. Tout à fait. Qui nous a galvanisés, disons-le, carrément. Qu'on a trouvé une grande énergie. Alors, à cause de Schubert sans doute, mais à cause de vous surtout. Bah ouais, on le ressent, qu'on y a mis de l'énergie, je crois, vu la décompression qu'on a maintenant, mais c'est clair que cette œuvre, c'est un mastodonte de l'histoire de la musique, de notre formation avec un ajout de violoncelle, un grand quintet à cordes, c'est magnifique à jouer, c'est un voyage, et on le ressent quand on sort de scène après cette œuvre-là, c'est sûr. Oui. D'ailleurs, plusieurs fois, le public s'est retenu d'applaudir tellement il était enthousiasmé. Oui, c'est vrai que ça arrive que le public ne retienne pas forcément son envie d'applaudir, en tout cas de partager quelque chose, donc par les applaudissements évidemment. C'est pas quelque chose où on est, je crois, contre. Forcément, c'est vrai s'il y a besoin de libérer des émotions, souvent le public applaudit entre les mouvements, c'est pas bien grave. Oui. C'est vrai que vous êtes d'ailleurs tous, là tous les quatre que j'ai en face de moi, vous êtes assez expressifs, que ce soit par les gestes, évidemment, par la façon de tenir ou de lever l'archet à la fin, mais aussi par les visages, par les regards. On voit que vous ressentez et que vous voulez nous faire partager ces sentiments. Oui, tout à fait. C'est à chacun sa manière d'exprimer, de jouer sur scène évidemment, mais entre nous, on crée quelque chose pour voilà, en fait, délivrer évidemment un message. Enfin, en tout cas, créer quelque chose en lien avec le public et sur scène, c'est vrai qu'on est tous différents, mais voilà, il peut y avoir des mimiques, de faciès, des choses évidemment
on se rend peut-être pas forcément compte sur le moment, mais quand on se revoit après en vidéo, on peut le remarquer, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Racontez-nous comment vous avez fondé ce quatuor Elmire. C'était comme souvent, comme pas mal de groupes au conservatoire. Quand on fait ses études, on rencontre d'autres musiciens avec qui on part sur une route et après la route se poursuit. Avec ou sans les membres du début et voilà, c'est une longue route. En tout cas, c'est une envie. Le quatuor est évidemment profonde pour ma part et puis pour tous ceux qui embrassent cette formation parce que ça demande beaucoup et beaucoup de sacrifices dans sa vie personnelle, mais on se donne totalement à cette formation et elle nous le rend bien. C'est depuis 2017, oui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. Mais je crois que vous avez eu plusieurs prix, des récompenses. Alors on a eu quelques petites récompenses avant. Là actuellement on a eu, il y a la dernière récompense qu'on a eue, c'est au concours de Genève en 2023. On a obtenu le second prix ainsi qu'un prix spécial pour le projet artistique. Le projet artistique qui est le triptyque Razumovsky que nous avons enregistré il y a 2 mois, qui paraîtra en décembre prochain chez le label Scala Paris. C'est bon à savoir. Oui. Vous avez été aussi récompensé, mais vous avez joué un peu partout. On aspire à jouer plus grand nombre de salles de France, d'Europe et d'ailleurs, évidemment. Mais voilà, ça, au fur et à mesure, ça commence à se remplir un peu. Alors vous êtes violoncelliste. David, vous êtes premier violon ? Absolument. Oui. Alors racontez-nous un petit peu, vous, comment vous vivez cette folle journée. Comment vous êtes arrivé dans cette folle journée ? Cette folle journée, donc avec le quatuor, il y a un lien particulier. C'est vrai qu'avec René Martin, il y a déjà, on se connaît depuis plusieurs années. Il suit beaucoup, évidemment, le monde du quatuor, le monde de la musique de chambre. Et c'est vrai que c'est une personnalité très fidèle et avec qui on a aussi de vraies discussions sur les programmes. Et c'est vrai que cette année particulièrement et l'année dernière aussi, on a pu proposer vraiment des programmes qui nous tenaient à cœur. Et à tel point que il y a ce quintet de Schubert. Demain, c'est le 2e Razumovsky de Beethoven. Oui. Et c'est vrai que on va d'ailleurs aussi, vous allez voir en début de concert faire quelque chose un petit peu différent et qui rejoint ce qu'on avait déjà entrepris finalement l'année dernière dans les 7 dernières paroles du Christ de Joseph Haydn, et qui est aussi une expérience extrêmement intéressante pour nos 4 parce que c'est une autre façon aussi de communier, donc vous allez voir. Oui, alors évidemment je comprends que par exemple cela vous fait rencontrer beaucoup de public. Oui, mais cela sûrement vous apporte autre chose. Est-ce que vous rencontrez d'autres musiciens ? Vous rencontrez peut-être des décideurs ? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, tout à fait. Et c'est vrai que la Folle Journée est un lieu incroyable pour ça tout particulièrement, parce qu'on croise donc souvent aussi beaucoup de camarades étudiants des mêmes années d'études que l'on a eu. Donc ça, c'est très plaisant dans diverses formations, à divers stades aussi de carrière. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est évidemment le contact aussi avec les professionnels du milieu et donc d'autres organisateurs. L'année dernière, on avait eu la chance de poursuivre aussi l'aventure Folle Journée, donc de Nantes, mais à Tokyo. Oui. Et c'était un voyage exceptionnel qu'on a eu pendant 2 semaines. Oui. Et c'est vrai que avec aussi c'est des personnes qu'on a rencontrées au gré de la Folle Journée, qui sont venues spécialement au concert. Et là, on a eu encore l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est vrai que René Martin a cette aura qui fait de lui que beaucoup de personnes vont croire aussi aux personnes qui décident de pousser et de mettre sur le devant de la scène. Mais c'est ça, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si elle est confirmée, que cette invention de René Martin, elle cherche et elle réussit à pousser, à faire vivre les jeunes, je dis les jeunes comme ça un peu grosso modo, mais que c'est un tremplin formidable, c'est l'occasion de s'exprimer, de se rencontrer, et que c'est une sorte de qualité, de transmission pour l'avenir. Je veux dire, quand on est là, nous, évidemment, on est complètement réconfortés, parce qu'on vous voit plein de talent, plein d'énergie. Waouh! L'avenir est au présent. Ah ouais.
la force de René Martin, c'est vrai, c'est de croire énormément en l'avenir, et c'est vrai qu'il a fait énormément de choses pour les jeunes générations. Ne serait-ce qu'aussi qu'à la Ronde d'Enterron, par exemple, avec la semaine de résidence. Souvent pour les musiciens étudiants qui sont en fin de cursus, et donc en fait qui passent une semaine et qui vont jouer déjà dans toute la Provence, mais qui vont avoir un concert notamment sur la scène de la Roque. Et c'est vrai qu'après en fait il y a un suivi, ils regardent aussi qu'est-ce qui se déroule dans la vie de chacun, et puis ensuite c'est encore plus beau quand ils décident de nous réinviter à un nouveau stade de carrière. En fait, Johan, c'est pas uniquement quelques jours. Ça se poursuit après, cette aventure. Exactement. Vous êtes deuxième violon. Oui, moi je vous poste de second violon du Quatuor Edmire. Oui. Et ce qui est magnifique dans ce que propose René, c'est que, comme le disait mon collègue David, il y a une attention particulière à l'artiste, au programme, mais également, et ça c'est très important, au public. C'est-à-dire que... Parlons-en. Ouais, ce que arrive à faire René, et ce qui fait que les concerts, les fins de concerts se sont passées comme on vient de vivre, c'est-à-dire un public enthousiaste et très présent, très proche, c'est que il nous a dit une fois, on discutait avec lui, il nous disait que il nous donnait le public à la hauteur de la qualité qu'on propose. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il a la capacité de faire venir un public mélomane, non mélomane, des jeunes. Tout à l'heure, il y avait une fille à la sortie du concert qui est au Conservatoire de Nantes, et qui vient nous voir et qui nous dit alors comment on fait ? Moi je vais bientôt jouer ce quintet de jeunes, des jeunes, des moins jeunes, tout le monde est le bienvenu dans les événements que René organise. Et c'est important pour nous, parce que ça nous permet de toujours nous rappeler que ce qu'on transmet comme émotion, elles sont universelles. Elles n'ont pas de frontières, elles n'ont pas d'âge, elles n'ont pas de caste. Et donc c'est aussi pour ça que, effectivement, c'est toujours un plaisir de jouer, mais de rencontrer, quand on se balade dans cette cité des congrès de Nantes, on voit les regards, les gens qui nous revoient, qui nous retrouvent. À la cafétéria, on voit les copains, comme disait, les camarades de... Puis aussi, ceux qui sont là peut-être depuis 20, 30 ans, qui viennent et qui nous regardent avec une tendresse, et eux aussi, on a eu la chance ce soir de collaborer sur scène et de jouer, et de partager, de fusionner avec François Kiefer des Modigliani. Quatuor Modigliani que tout le monde connaît. Bien sûr. Et qui font un relais aussi. René Martin, c'est le relais entre les générations de musiciens. Et ce qui est beau, c'est qu'on se retrouve tous, que ce soit autour d'une table, d'un verre ou d'une partition. On s'accorde. Oui, vous faites bien d'insister sur le public mélangé avec des jeunes. Effectivement, parce que je me suis demandé à un moment si vous n'étiez pas gêné par le nombre de têtes blanches qui sont en face de vous. Tout en me disant, mais en fait, ces personnes âgées ou très âgées sont souvent mélomanes, effectivement, ou même musiciens. J'entends des commentaires autour de moi, et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Hortense, vous êtes... Je suis altiste du Quatuor Edmire. Altiste. Je pense effectivement, c'est comme ce que s'est exprimé Johan, mon collègue, c'est que cet événement de la folle journée est visionnaire dans ce sens où son public est multigénérationnel. Quand même. Et à l'image, je pense effectivement c'est le reflet finalement des artistes qui sont présents. Parce que oui, vous dites, il y a beaucoup de personnes plus âgées dans le public, et il y a beaucoup de jeunes dans les musiciens. Mais finalement, on pourrait résumer ça comme ça, mais finalement, nous on retrouve à la folle journée beaucoup plus de jeunes que dans d'autres festivals de musique classique. Donc ça, c'est important aussi de notifier. Et je pense que c'est le reflet un peu des artistes qui viennent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, c'est vrai. Mais René Martin, c'est aussi quelqu'un qui est très fidèle. Et il y a des artistes qui viennent depuis les débuts de la folle journée. Il y a des artistes qui viennent depuis 30 ans. J'ai vu, il y a eu un article dans Le Monde sur Anne Kefelec, qui a 75 ans, je crois, et qui vient à la folle journée depuis plus de 30 ans. Et qui est une pianiste qu'on adore. Et je pense que ça fait... C'est galvanisant pour le public de voir que les artistes de la folle journée n'ont pas d'âge, en fait, finalement. Enfin, il y a ce côté, en fait, et c'est inspirant pour le public.
Ça permet en fait de commencer à diversifier ce public qui effectivement, on pourrait le croire, est un public vieillissant. Mais finalement, quand on rejoint ce type d'événement qu'est la folle journée, je trouve que c'est un pari réussi. Oui. Parce qu'on a cette variété. C'est vrai que, oui, l'âge, c'est évident. Mais vous avez raison, peut-être que c'est la passion, la musique qui réunit tout le monde, dans le fond. Les gens viennent pour ça, on le sent, on l'entend. Et vous, peut-être, vous le sentez aussi à votre place sur scène quand vous jouez. Est-ce que vous sentez ces silences attentifs, ou ces recueillements, ou ces enthousiasmes? Est-ce que vous sentez ça? Particulièrement dans une œuvre dans une œuvre comme celle du quintet de Schubert, où Schubert, donc c'est les dernières œuvres qu'il écrit dans sa vie. Oui. Et quand on traverse cette œuvre, on passe par beaucoup d'émotions, de moments de vie, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on raccorde avec notre vécu. Et moi ce soir je l'ai senti énormément après le second mouvement. Et même dès le début, c'est vrai que nous quand on joue, et sur ce choral comme ça qu'on joue avec Hortense et Rémi, on a un besoin pour avoir une dimension plus grande, d'observer, d'avoir une largeur dans la salle, et du coup parfois on croise les yeux. En tout cas moi je croise les yeux du public, je croise leurs émotions, je croise sans y faire attention, mais ça m'impacte. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on voit les visages. Les visages qui sont expressifs. Vous dites qu'on est expressif sur scène, mais vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes expressif également. Surtout quand on s'endort. Et quand on rompt, vous connaissez cette c'est parce que c'est un coup de timbale dans un orchestre, et en fait on voit la personne se réveiller alors qu'elle dormait. Bon, on n'a pas de timbale, nous vous restez dormir jusqu'à... Comment vous avez travaillé cette œuvre? Parce qu'elle a l'air difficile, non? Bien sûr, c'est une des œuvres les plus... Schubert, je pense, fait partie d'un des compositeurs les plus difficiles, parce que extrême dans les ressentiments et les émotions qu'il fait passer. Il est toujours entre quelque chose de galvanisant et la mort directement. Donc il y a à chaque fois un précipice colossal, et il passe en un temps, en une pulsation de seconde, d'un sentiment à l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est très très particulier à Schubert. Il utilise dans la musique des modulations complètement lointaines, et des choses il emploie des choses pour retransmettre en fait un mal-être évidemment qui se retrouve dans cette musique, et pour autant avec quand même finalement une joie de vie, comme on peut le sentir dans la fin, dans le final par exemple, et il y a ce côté aussi populaire de Schubert qui est quand même très proche finalement de ce que chacun peut vivre. Et je pense que c'est aussi pour ça que ce compositeur a aussi éprouve une telle admiration et aussi sympathie parmi le public. C'est parce qu'il éprouve des choses que je pense évidemment beaucoup de gens peuvent ressentir, mais avec une proximité très flagrante, et d'une manière assez différente d'un Beethoven par exemple, parce que Beethoven est évidemment immense humaniste, mais il y a ce côté aussi un peu incompris de tous, et c'est vrai que Schubert c'est pas forcément le cas, alors que pourtant toute sa vie il a eu une carrière difficile dans l'ombre de Beethoven, et cette œuvre est composée dans l'année qui suit la mort de Beethoven, parce que Schubert est mort 1 an après Beethoven, et c'est là où il va en fait éclore et se libérer, et finalement composer les plus grandes pages de sa vie, le 15e quatuor, donc le quintet à deux le quintet à deux violoncelle de Schubert, aussi la dernière sonate pour piano. Donc il y a beaucoup d'immenses œuvres qui vont naître en fait dans ce moment où finalement Schubert va transcender quelque part la mort de Beethoven finalement. Et vous avez créé cette œuvre aussi en pensant à tout ça, en vous documentant, en réfléchissant au contexte, à ce moment de sa vie. C'est sûr que c'est important. Là, en plus, on est dans Beethoven. On est pile dans le triptyque Razumovsky. Et c'est vrai qu'on s'est plongé vraiment dans sa vie, aussi dans des moments clés de sa vie. Et c'est vrai que se rendre compte que Schubert aussi a eu en fait, l'impact qu'a eu Beethoven sur Schubert est tout aussi passionnant. Et c'est vrai que ces deux compositeurs qui ont
qui ont transcendé le quatuor à cordes, vraiment. Évidemment, on pense à Joseph Haydn, le père du quatuor, mais c'est vrai que Beethoven et Schubert ont porté la formation à de nouveaux sommets, et c'est vrai que c'est passionnant, et ça demande plusieurs vies de pouvoir accéder à cette profondeur. J'imagine qu'un quatuor ou un quintet demande beaucoup d'écoute de la part de chacun. Non ? Parce qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, on va dire, c'est comme pour les dissonances. Bien sûr, vous le disiez tout à l'heure, il y a cette partie physique entre nous, je pense, qui se passe sur scène. Oui. On est très liés physiquement, il n'y a pas de chef d'orchestre, mais on a une proximité. Déjà, notre métier, c'est la musique de chambre, c'est le quatuor à cordes, on travaille tous les quatre tous les jours vous ensemble. répétez ensemble. Voilà. Et puis là, ce qui était génial, en fait, c'est de faire ça. Là, on arrive sur une œuvre qui est célébrissime, qui est vraiment au cime de la difficulté de la musique de chambre. Et en fait, on fait ça avec François Kiefer, qui est membre du quatuor Modigliani, donc qui est un quartettiste comme nous. Oui. Et tout de suite, il y a une proximité, on se comprend. Parce qu'on parle le même langage, lui aussi fait du quatuor toute la journée avec ses collègues respectifs. C'est ça. Et nous, c'est notre métier, et c'est génial de partager ça avec lui. C'est-à-dire, est-ce qu'il joue le rôle un peu de regard extérieur ou d'oreille extérieure pour non, pas vraiment, pour harmoniser, pour je sais pas. En fait, on va dire que cette œuvre de Schubert, donc tu disais, ça vient juste après le 15e quatuor. Le 15e quatuor de Schubert, c'est une des œuvres pour quatuor à cordes qui est les plus difficiles au monde. Et finalement, juste après, vient ce quintet qu'on appelle souvent le quatuor augmenté de Schubert. Et c'est presque ça, en fait. C'est un quatuor, mais avec une voix en plus. Enfin, c'est comme si on était quatre, en fait. Oui, d'accord. Cette voix, partager ça avec un quartettiste. Oui. Rémi, est-ce que c'est vous qui aviez choisi cette œuvre ou comment ça s'est passé ? Non, pas du tout. En fait, on l'a ensemble proposé à René Martin dans le cadre de la thématique de cette année, à la Folle Journée. Il y a combien de temps vous l'avez proposé ? On l'a proposé, ça doit faire 3-4 mois. 3-4 mois, 2-3 mois, j'aurais dit. Voilà. À mon avis, 3 mois. Et c'est vrai que ça se fait des fois comme ça avec René. C'est vrai qu'on est au courant évidemment de la thématique du festival de l'année, et dans cette voie-là, on propose des programmes en fait qu'on a vraiment en fait envie de défendre. Et donc c'est pas simplement le programmateur, l'organisateur du festival qui va dire bon voilà, je veux que vous jouiez ça. C'est l'artiste souvent qui à la Folle Journée de Nantes en l'occurrence qui propose un programme ou des programmes, et après voilà évidemment le fin mot est pas forcément le nôtre, mais on propose en tout cas, donc c'est ça. Ça faisait partie de nos choix. Et là on était d'accord pour jouer cette œuvre. Et pour le Beethoven aussi. Et pour le Beethoven aussi, ça c'est sûr. Est-ce que Schubert a fait une différence dans l'écriture des deux violoncelles ? Est-ce qu'il a écrit les deux parties différemment ? En fait, comme disait Hortense, ma collègue, en fait c'est un quatuor augmenté, mais dans le sens où on entend vraiment, enfin les yeux fermés, on peut entendre évidemment un quatuor, mais la partie, l'autre partie de violoncelle est souvent à l'octave du dessous, ce qui permet du coup un spectre plus large, en fait un ambitus plus grand dans le quatuor, ce qui étend encore l'ambitus en fait et donne le sentiment peut-être plus de profondeur. Moi je disais en souriant ce matin à la répétition, parce que nous on a l'habitude en quatuor de commencer nos répétitions par un choral de Bach, et ce matin on a eu une courte répétition avec François et on lui a proposé d'en faire partie, et donc il a lu la ligne de violoncelle évidemment, mais à l'octave du dessous. Et moi je suis resté à celle qui était écrite, et à un moment je lui ai dit on a l'impression d'avoir une contrebasse dans le quatuor, donc voilà. Donc la partie est écrite différemment pour ça, et puis voilà, Schubert profite aussi du chant que peut avoir la corde de la d'un violoncelle pour les mêler tous les deux, se retrouver en fait des fois dans la même tessiture. C'est assez unique ça d'ailleurs dans l'histoire de la musique à ce moment-là. Le chant à deux violoncelles qu'il y a dans le premier mouvement et dans le final, qui revient. En fait, parce qu'ils sont très très proches à la tierce. D'habitude on met ça, et c'est le cas juste après aux deux violons. Mais là, d'avoir les deux violoncelles comme ça dans l'aigu, donc il y a une voix presque de tête finalement l'instrument, et ça, enfin il y a un sentiment très fragile presque alors que qui est en contradiction presque avec l'instrument aussi. Oui. On a un chant entre les deux violoncelles et l'alto devient la basse finalement. Donc mais Schubert n'est pas forcément tout à fait novateur dans le quintet à deux violoncelles.
C'est vrai Oui. que pour ma part, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça en fait. Il y a 4 ou 5 ans, j'en ai peut-être un peu honte, que Boccherini a composé plus d'une centaine de quintettes à 2 violoncelles. Donc qui est évidemment antérieur à Schubert. Et voilà, l'écriture a déjà été poussée dans cet art-là. Mais évidemment, ce qu'en fait Schubert, c'est unique. Ouais. Est-ce que vous faites un peu de soucis pour l'année prochaine? Puisqu'il est question de baisse de subventions, de baisse de financement, est-ce que ça vous préoccupe, vous, en tant qu'artiste? Parce que nous, évidemment, en tant que public, ça nous inquiète. Mais bon, parce que nous sommes publics, parce que, évidemment, on bénéficie de votre générosité, la générosité de vos talents, de votre énergie. Est-ce que vous sentez ça aussi du côté des artistes? C'est vrai, ce qui est préoccupant, c'est finalement toute cette diversité qui s'est créée en France notamment, où il y a vraiment une proposition culturelle et artistique très forte. Et c'est vrai que je pense que particulièrement en tant que quartettiste et chambriste, on se bat pour qu'il y ait toujours finalement accès, parce que finalement notre formation, c'est une des formations qui est incroyable aussi par sa spontanéité, par son accessibilité, de réunir une famille de cordes comme ça. Oui. Et c'est vrai que finalement, il faut pas oublier aussi, et Schubert le faisait évidemment, et à l'époque de Haydn, Beethoven aussi, cet aspect finalement presque familial et finalement où l'individu, chaque personne a un vrai impact sur une saison culturelle. Et c'est vrai que je pense que c'est important de se rendre compte que, et c'est le cas, on a par exemple en Allemagne un petit peu, mais en France c'est extrêmement fort, et il faut se battre pour que ça continue, mais il suffit voilà, toute la vie associative, les collectifs, ne serait-ce que entre 50 et 150 personnes peuvent créer absolument une saison de musique et créer finalement une demande sans complètement dépendre finalement aussi du climat qui peut être plus dépressif dans ce sens-là. Je pense Oui, que vous avez raison. tout individu peut absolument avancer dans ce sens-là, et toutes les opportunités finalement peuvent se saisir avec la musique amateur aussi. C'est Oui. vrai qu'on n'en parle pas assez, mais toutes les personnes qui ont fait de la musique, quand on s'était vu à Vichy au concert, on avait joué donc là il y a un mois, Oui. il y avait des personnes aussi dans le public qui font du quatuor amateur, et ça fait partie de ce public aussi qui est extrêmement curieux de savoir comment ça se passe, et je pense que si les personnes aussi se rendent compte que c'est quelque chose qui peut être fait par tout un chacun, parce que le plaisir de lire de la musique ensemble en amateur peut être et finalement un plaisir qu'on peut pas retrouver ailleurs, C'est ça. et c'est une autre forme de communication. Oui. C'est ce que tu dis, parce que vous dites que les publics, eux, sont demandeurs, et on le sent beaucoup. Les salles de concert n'ont jamais été si pleines depuis la reprise après le Covid. Et c'est extrêmement étonnant, cette situation de la culture en France, qui est très préoccupante. Et comme tu dis, je pense qu'il faut encourager toute initiative, toute nouvelle initiative en fait de développement artistique, Oui. parce que c'est très important, et il y a des personnes qui sont demandeuses, qui ont envie de pousser des nouvelles choses, de pousser des musiciens, de pousser des... Et c'est important de soutenir ça. Oui, ce qui nous réconforte, nous, spectateurs, c'est que vous êtes là, dans le fond, et que vous avez envie. Donc ça, c'est formidable. Pour terminer notre entretien, vous m'expliquez pourquoi vous levez votre archet triomphalement à la fin. Eh bien, écoutez, c'est une vraie question, parce que c'est aussi un débat dans le quatuor quand on en parle. Oui, Parfois, l'archet se lève haut, parfois un peu moins. oui, C'est vraiment une résonance de son. L'archet et le prolongement. On dit souvent que l'archet, c'est le souffle, c'est l'air de la voix. Alors quand on crie fort, je me vois mal crier fort sans ouvrir grand la bouche. Donc quand on termine un accord avec panache et triomphe, comme vous l'avez dit, et ben on a besoin d'avoir un geste très ample. alors on aurait fait pareil. Merci beaucoup à tous les Merci, quatre. merci Merci, beaucoup. puis alors bonne continuation. Merci. Bon Beethoven Merci. demain. Merci. Au revoir. Au revoir.